pour moi, mais même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. En fait, ça a permis de se dire, ok, bon, les impératifs, c'est ça. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Marion Ravu, Head of Product Marketing chez YouSign pour parler pricing. Parce que le pricing, c'est bien plus que mettre juste un prix sur un produit. Bien implémenté, il peut devenir un véritable levier de croissance. J'avais à cœur d'échanger sur ce sujet avec Marion, car beaucoup de parties prenantes sont impliquées dans le processus de décision. Il y a plein de stratégies différentes qui existent et la place du PMM n'est pas toujours très claire. Alors que c'est un des piliers clés du positionnement et du go-to-market. Dans cet épisode, Marion nous livre la méthodologie développée chez YouSign après de nombreuses itérations pour construire une stratégie de pricing efficace et durable. Alors vous découvrirez ce qu'est une stratégie de pricing, la méthodologie pour définir, implémenter et diffuser la stratégie de pricing avec des exemples concrets, la place du product marketing à chaque étape du process, et des conseils pour réussir à bien collaborer avec toutes les parties prenantes. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair sur ce sujet à la fois passionnant et complexe. Bonne écoute! Hello Marion, comment tu vas? Au top, franchement super. Hyper contente d'avoir l'occasion de discuter avec toi sur plein de sujets product marketing. Trop bien. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Du coup, Marion Ravu. Moi, je suis actuellement Head of Product Marketing chez YouSign, qui est une solution de signature électronique à destination principalement des SMB. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille en marketing. Et il y a quelques années, j'ai combiné mon intérêt pour le produit avec mes skills en marketing. Et je suis passée côté product marketing dans une précédente boîte. Et aujourd'hui, chez YouSign. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des piliers du go-to-market et du positionnement, le pricing. Je suis super contente d'échanger avec toi sur ce sujet. Il y a beaucoup de parties prenantes qui sont impliquées dans ce processus de décision, beaucoup de stratégies différentes qui existent. Donc on ne sait pas toujours si on prend la bonne décision, si on fait les choses bien, d'autant plus que la place du PMM n'est pas toujours super claire. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place un processus pour définir la stratégie de pricing de vos différents produits et features ? On a un avantage chez YouSign, c'est que moi, quand je suis arrivée, j'ai monté le product marketing, mais on avait déjà une équipe produit qui, bien évidemment, a évolué et grandi depuis, mais qui était déjà très organisée. Donc moi, j'ai eu l'opportunité d'organiser, de définir le rôle du PMM et donc de mettre en place un certain nombre de process et d'outils. Mais au début, on gérait pas forcément le sujet pricing. On faisait partie de l'équipe marketing et on était principalement axé sur le delivery, et le sujet pricing, il était un petit peu dispersé entre plein d'équipes. Il n'y avait pas forcément d'honneur et de process. Du coup, l'année dernière, lorsqu'on est passé en fait de l'équipe marketing à l'équipe produit, on a aussi considérablement élargi notre scope. On a renforcé notre rôle sur la partie discovery et on a élargi les responsabilités, les missions. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris en charge, un peu avant, mais c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment consolidé et que du coup, le PMM est devenu owner de l'intégralité des sujets pricing chez YouSign. Aujourd'hui, juste pour donner un peu du contexte, vous êtes une équipe de combien de PMM ? Aujourd'hui, chez YouSign, on est 6 PMM. Il y a une PMM qui est principalement sur les sujets business et pricing. On a 2 PMM qui sont sur les sujets de GTM, donc de go-to-market, lancement de produits et de fonctionnalités. On a une PMM qui est sur les sujets d'adoption et d'onboarding. Et on a une CRM manager et moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi en quelques mots ce qu'est une stratégie de pricing et surtout pourquoi est-ce que c'est important de le prendre en compte cette thématique-là et de la travailler bien en amont de la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit ? Une stratégie pricing, pour moi, c'est vraiment la façon dont on veut vendre une fonctionnalité ou un produit. C'est-à-dire à quel prix, mais pas seulement, à quel modèle, quelles sont les conditions, la distribution, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de définir un pricing ou un business model qui soit le plus pertinent et le plus efficace possible, et surtout qui se définisse en fonction des clients, en fonction du marché, en fonction de notre business model existant, pour à la fois s'assurer qu'on est pertinent par rapport à tout ça, mais aussi qu'on maximise l'impact business du produit ou de la feature. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on peut déterminer un prix sans forcément avoir un process, sans forcément avoir un ownership, mais on prend des risques. Il y a un risque financier
qu'on prend lorsqu'on n'a pas de méthode et lorsqu'on ne dérisque pas justement tout ce qui est lié à ces sujets de pricing. Et donc, du coup, effectivement, d'où cette importance et d'où le fait que chez nous, comme dans beaucoup d'équipes product marketing aussi, il est totalement intégré à la GTM stratégie et il se prépare bien en amont du lancement. Génial. Du coup, je te propose qu'on prenne un exemple concret, ou même deux, comme tu veux, pour passer en revue la méthodologie que vous avez mis en place chez YouSign. Je te laisse choisir, nous donner un peu le contexte de tes exemples, comme ça après on rentrera plus dans le détail. Complètement. Alors du coup, je peux partir déjà sur l'exemple de la QES, qui est en fait la signature électronique qualifiée. On a lancé l'année dernière en Allemagne. Donc il faut savoir que la signature électronique qualifiée, donc on appelle QES, que du coup si je fais référence au fur et à mesure à la QES, ça fait référence à ça. En fait, c'est le niveau de signature électronique le plus fort en Europe et qui correspond légalement à l'équivalent de la signature manuscrite. Et donc, du coup, on l'a lancé dans un premier temps en Allemagne l'année dernière pour vraiment pénétrer le marché de manière beaucoup plus importante puisque c'est un des requirements en Allemagne. Et donc, du coup, voilà, effectivement, dans le cadre de la préparation de la go-to-market stratégie, il y a eu cette définition du pricing model de à quel prix et comment est-ce qu'on vend la signature électronique qualifiée en Allemagne. Ok. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux du coup nous résumer le framework sur lequel vous vous êtes basé et comme ça on rentrera dans le détail de chaque. Complètement. Déjà, effectivement, ce framework, il est découpé, comme beaucoup de projets product marketing ou même produits de manière générale, en deux phases. Il y a la phase discovery et la phase delivery. Les premiers sujets qu'on a gérés, on n'avait pas forcément un process de défini et c'est aussi en testant sur d'autres lancements, sur d'autres niveaux de signature, par exemple, sur des petites fonctionnalités, etc. On a aussi mis en place ce framework en se disant, ah, ok, en fait, ça, c'est une information qu'il nous faut absolument, ça, c'est une information qui nous manque, etc. Et qu'on s'est dit, ok, au fur et à mesure, on a construit quelque chose. Donc, à la fois avec des phases de discovery basées qui reprennent les différents aspects que j'ai évoqués plus tôt. Et puis, effectivement, la définition, la validation et notamment, comme tu le disais tout à l'heure, qui on implique à quel moment, parce que je pense que c'est un des process product marketing qui implique vraiment le plus de personnes et d'équipes. Ouais. Donc si on passe sur du coup la première étape qui est la phase analyse, c'est ça, de la définition du pricing, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que tu fais à ce moment-là ? Bien sûr. Donc effectivement, il y a vraiment, sur cette phase de discovery et d'analyse, il y a vraiment trois aspects. Il y a le marché, la concurrence, donc comprendre les pratiques de marché et le positionnement des concurrents par rapport à ce produit ou à cette feature. Étudier la valeur perçue par les clients et combien est-ce qu'ils sont prêts potentiellement à payer. Et en interne, bien sûr, évaluer le cost model du produit et également les forces et faiblesses, les éventuels risques, les éventuelles contraintes, donc par rapport au produit ou à la feature qu'on souhaite vendre, qu'on souhaite commercialiser. Pour reprendre l'exemple de la signature électronique qualifiée sur le marché allemand, bien évidemment, on a d'abord étudié le pricing model des concurrents, le pricing et comment est-ce qu'ils communiquent sur ce pricing. Par exemple, pour être très concret sur ce type de produit, on est majoritairement sur du pay-as-you-go. On a un prix global qui est prix public puisqu'on est plutôt sur une commercialisation sales-led entre 12 et 19 euros, etc. Donc avec bien sûr plein d'informations plus complémentaires. Mais du coup, voilà, déjà, ça permet d'avoir une idée des market practices et donc de pouvoir aussi définir une stratégie en fonction de cette concurrence. Est-ce qu'on veut être high quality, on peut se permettre d'aller taper dans des prix qui sont assez élevés? Est-ce qu'au contraire, on va être sur une stratégie agressive et on a une idée du premier palier qu'on va devoir mettre en place si on veut pénétrer le marché rapidement, etc. Ensuite, du coup, effectivement, au niveau des clients, quelles sont leurs perceptions? Qu'est-ce que eux ils s'attendent à payer en fonction des fonctionnalités qu'on leur propose de mettre en face. Donc ça se fait via des interviews, des surveys, du ghost calling, voilà, vraiment des initiatives de discovery classiques comme ça peut être le cas sur d'autres sujets produits. On met aussi sur les gros sujets, donc ça a été le cas sur la QES, on met en place des VTP surveys, donc des willingness to pay surveys, qui suivent une méthodologie assez précise et là qui viennent vraiment questionner nos prospects ou nos customers sur des tranches de prix assez précises et donc de mettre vraiment en adéquation la valeur perçue et le prix en face, quoi. Et ça, cette willingness to pay, vous le faites sur cette partie user research ou par exemple sur des A/B tests, vous regardez vraiment qu'est-ce qui se passe sur le marché pour évaluer qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quelle est la meilleure tranche de prix? On le fait principalement via des surveys. Interview et survey. Après, effectivement, est-ce qu'on a déjà mis en place des A/B tests de pricing? On l'a fait pas sur la QES, on l'a fait plus lorsque notamment, en fait, on fait des revamps de pricing. Ça nous arrive régulièrement, on revoit le pricing de certains produits. Et donc, sur des pricing existants sur lesquels on va aller revoir parce qu'on a eu des feedbacks, parce qu'on a revu le scope fonctionnel, il peut y avoir plein de raisons. Là, dans ce cas-là, on va plus facilement mettre en place des A/B tests. Lorsqu'on part vraiment from scratch, en général, on est plus d'abord sur de l'évaluation
évaluation. Et une fois qu'on a fait une première définition, là, on peut potentiellement aller tester et mettre de l'A/B testing. Mais en phase vraiment d'amont de discovery sur vraiment un nouveau produit, là, d'abord, on va étudier, ensuite définir et ensuite tester, ouais. Donc, si je comprends, tu complètes si besoin. Sur cette première phase, l'enjeu, en fait, il est vraiment de pas être focus finalement sur le produit d'abord, mais partir du marché, des insights consommateurs, pour ensuite arriver au produit. Et du coup, comment est-ce qu'on allie au mieux les deux? Exactement. Comment est-ce qu'on allie le marché, donc la concurrence et nos clients, avec notre propre produit, c'est-à-dire par rapport au scope fonctionnel qu'on propose, et puis par rapport à notre cost model aussi, bien sûr, parce que par exemple sur la signature électronique qualifiée, on est dépendant d'un fournisseur, donc forcément ça impacte la façon dont on va définir le pricing, et donc on a fait des simulations en fonction de prédiction de volume pour vraiment évaluer l'impact et les risques financiers sur ce produit. Et donc une fois effectivement qu'on a toutes ces informations, on peut définir des hypothèses de pricing. Ok, donc on passe à cette étape, définition. Je te laisse la parole pour rentrer plus dans cette étape-là. Oui, là-dessus, chez nous, on a un peu 3 pans, on va dire, de la définition du pricing model. On a la stratégie pricing, on a le business model et la pricing grid. Ces différents aspects, ils vont être plus ou moins présents en fonction de la taille, bien évidemment, de la feature ou du produit. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités, une fois qu'on a fait cette phase d'analyse, on se dit, OK, c'est une fonctionnalité qui va être inclue par défaut dans tel ou tel plan, etc. Donc là, la question, c'est de se dire, à partir de quel plan, est-ce qu'on met des quotas, des conditions particulières, etc. Et en revanche, lorsqu'on est sur un add-on, donc un produit qu'on va vendre en complément des différents abonnements qu'on propose, dans ce cas-là, il va falloir définir un prix et un business model bien défini pour pouvoir le vendre en tant que tel. Donc du coup, d'abord, effectivement, définir le business model. Est-ce qu'on fait un prix usage-based? Est-ce qu'on fait un prix par user? Est-ce qu'on fait du pay-as-you-go? Est-ce qu'on va faire du yearly packages? Des quotas précis, un prix unique? Ou est-ce que ça varie? Enfin voilà, il y a tout un nombre de critères qu'il va falloir définir et il existe différents business models qu'on peut appliquer. Chez YouSign, nous, on a différentes stratégies pricing en place en fonction de nos abonnements, en fonction de la typologie des add-ons qu'on peut vendre. On a du user-based ou feature-based pour nos plans. On a du usage-based pour nos add-ons. Donc, comme par exemple les différents niveaux de signature qu'on propose. Et donc sur la QS, on a suivi le même modèle que ce qu'on faisait déjà pour nos autres niveaux de signature, c'est-à-dire qu'on fait des yearly packages qui sont user-based, disponibles à partir d'un certain plan, ce qui nous permet d'anticiper l'impact sur l'ARR, mais en même temps de garder de la flexibilité pour nos clients parce que c'est des custom yearly packages. Et donc effectivement, sur celui-ci par exemple, c'est là-dessus qu'on est parti. Et après, on évalue toujours les différentes possibilités pour que ça reste aussi cohérent, qu'il y ait une cohérence dans toute l'offre globale qu'on propose, quoi. Tu parlais de critères tout à l'heure. Est-ce qu'il y a justement des critères spécifiques que vous utilisez tout le temps, justement, pour définir sur quelle stratégie ou sur quel business model vous allez partir ou pas? Je dirais que ça dépend effectivement du produit, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ce qu'on a défini en amont. Et donc, ce qui a été défini au niveau de la concurrence, au niveau des clients, si on est sur du market practice ou on est sur du package, ou alors on est sur de l'abonnement, on est sur du pay-as-you-go, etc. Mais en fait, c'est des pratiques sur lesquelles potentiellement on va vouloir s'aligner. Et ces contraintes, on va aussi les mettre en perspective avec nous, notre stratégie business. En général, on est aussi dans l'objectif de pouvoir assurer un maximum de visibilité sur notre revenu. Et donc, on est davantage sur des stratégies qui nous permettent effectivement d'assurer un revenu stable et régulier. Mais du coup, après, effectivement, ça va être vraiment en fonction de ce qu'on va étudier lors de la phase de discovery. Ça dépend aussi de la stratégie commerciale, entre guillemets, qu'on va vouloir mettre en place. C'est-à-dire que y a un autre critère qui rentre en compte lorsqu'on définit notre pricing, c'est de se dire quelle est la stratégie pricing qu'on veut privilégier pour ce produit ou pour cette feature, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une optique, on est installé sur un marché, donc on veut protéger nos marges à tout prix, on veut scaler à 100% sur l'attente des clients, ou alors on est sur un nouveau marché, donc on a envie de le pénétrer rapidement, on va se permettre d'aller plutôt avoir un prix bas, attirer rapidement, optimiser les coûts d'échelle, etc. Donc ça aussi, c'est vrai que forcément ça joue. On a eu des stratégies différentes. Par exemple, donc je le disais, avec la signature qualifiée en Allemagne, on était sur un contexte de pénétration de marché. D'abord, effectivement, on a décidé de mettre en place un pricing plus agressif pour soutenir notre arrivée, et ensuite, ça n'empêche pas qu'on peut adopter une stratégie différente une fois que le produit est installé. Alors qu'avec un autre de nos produits qu'on a lancé aussi l'année dernière qui s'appelle Forms, qui vient en fait en amont de la signature pour automatiser la préparation d'un contrat. Là, l'objectif, c'était vraiment de coller aux attentes de nos clients en fonction de leur valeur perçue, en fonction du prix attendu. Et donc, on a défini notre modèle pricing avec ce critère principal.
Une fois qu'on a défini la stratégie, le modèle, comment est-ce qu'on met ce pricing dans la grille au global, on passe, j'imagine, au moment du test en vrai. Effectivement, il y a une phase de testing. Et là encore, en fait, il y a différents aspects qu'on va tester. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va tester l'attraction auprès de nos potentiels clients ou prospects, mais on va aussi s'assurer qu'en fait, le pricing qu'on a défini, il est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on définit un pricing, en tout cas chez YouSign, on ne se limite pas en termes de contraintes techniques. On va partir du principe qu'on va faire émettre des hypothèses. C'est pour ça qu'à cette étape-là, on est encore sur des hypothèses. On va émettre des hypothèses de pricing qui seraient la meilleure stratégie dans le contexte dans lequel on souhaite lancer le produit. En revanche, ensuite, on va vraiment confronter ces hypothèses, exactement comme on le ferait sur un produit. On va confronter ces hypothèses à la faisabilité technique en termes d'implémentation, que nous on le fait avec les équipes Ops et Finance, soit dans notre produit, sur les outils, etc. Et donc, ça peut être assez rapide parce que, donc encore une fois, comme la signature qualifiée, on était sur un business model qui existait déjà sur nos autres niveaux de signature. Donc, la faisabilité, le test de faisabilité a été assez rapide. Sur formulaire, le module complémentaire dont je parlais tout à l'heure, cette étape, elle a été plus longue parce qu'en fait, on est parti d'un business model complètement différent où on propose des packs qui sont basés sur l'usage par rapport à un pricing qu'on avait avant qui était beaucoup plus user-based. Et donc, du coup, la validation de la faisabilité technique d'implémentation et de fonctionnement de ce pricing model a été plus long. Donc vraiment, ça dépend complètement. Donc il y a vraiment ces deux phases, en interne et à l'externe, bien évidemment. Donc c'est ce que tu disais, ça peut être de l'A/B testing, ça peut être du feedback quali avec des interviews. Enfin voilà, il y a effectivement les outils assez classiques, que ce soit pour récolter de la validation quali et quanti auprès des potentiels customers. Et justement sur l'interne, quand tu dis justement que ça peut prendre du temps, est-ce que tu aurais un exemple concret pour bien s'imaginer typiquement si là il y a une entreprise qui veut mettre en place ces tests-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément encore parlé de qui on fait intervenir à quel moment. Sur la phase de discovery, ça se passe de la même manière que sur les autres sujets product marketing, c'est-à-dire qu'on va solliciter les différentes équipes en fonction de la data qu'on veut aller récolter, que ce soit les sales si on veut faire du feedback sales, que ce soit les équipes CS si on veut aller chercher du feedback customer en direct, bien évidemment avec les PM aussi, la data qui nous supporte sur l'analyse de données, aller chercher et analyser la donnée. Ensuite, sur cette partie testing, nous, on travaille très étroitement avec les équipes Ops et Finance qui, du coup, en fait, avec PM, Ops et Finance, puisque, du coup, les principaux outils qui nous permettent de gérer en back notre pricing sont gérés par ces équipes-là. On gère à la fois la faisabilité de l'implémentation du modèle, mais aussi de l'activation, puisque ce qui est important de prendre en compte, bien évidemment, c'est tout le customer journey qu'il va y avoir, c'est-à-dire, OK, on définit un pricing, mais concrètement, un customer qui, demain, veut acheter ce produit, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on présente le pricing, comment est-ce qu'on le met à disposition et quel est tout le process derrière, qu'il soit customer facing ou non, qui fait qu'en fait le client intéressé va pouvoir l'acheter et que derrière les équipes vont bien pouvoir l'activer dans le produit. Donc c'est vraiment toutes ces différentes phases qu'on vérifie à un niveau assez high level. On a ensuite toute une phase d'implémentation, mais bien évidemment l'idée c'est de se dire ok, on a des hypothèses, concrètement est-ce qu'elles sont faisables, et donc on met toutes ces équipes autour de la table et on va valider ces différents aspects. Ouais. Ok, donc là, du coup, on rentre en phase de delivery. Par rapport à ce que tu disais au début, on était jusque-là en phase de discovery. Maintenant, on passe en delivery. Et donc, c'est ce que tu disais, on va faire l'implémentation côté produit sur les sales tools et les marketing assets, donc tous les contenus aussi à développer. C'est ça, j'imagine ? Exactement. Alors d'abord, du coup, une fois qu'on a confronté ces hypothèses au réel, entre guillemets, on formule des recommandations finales. Et ces recommandations finales, on va les présenter, on va les faire valider. Évidemment, tous les efforts qu'on met tout au long de ce process et la validation ne concernent pas forcément les mêmes personnes en fonction du tier level du produit ou de la feature sur lequel on est. Donc le tier level, c'est un système de scoring qui existe dans pas mal de boîtes SaaS et dans pas mal d'équipes product marketing. C'est ce qui permet en fait d'évaluer le potentiel business d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit, et donc derrière de pouvoir mettre en face les efforts produits, les efforts revenus correspondant au potentiel business. Et donc si on est sur ce qu'on appelle un tier level 1 par exemple, comme c'est le cas pour la QS, comme c'est le cas pour une majorité de nos add-ons, en fait là on est sur un effort maximal, et donc on va faire valider d'abord par le PMM et le PM. On fait valider ces recommandations. Ensuite, on les fait valider par ceux qui ont été définis comme les validateurs de l'initiative, du projet, donc l'OKR leader, les managers PM et PMM. Et enfin, il y a un dernier round qui est le Validation Committee et qui, sur le pricing et sur les tier 1, est très identifié. C'est notre CEO, notre CPO et le VP Sales. Bien évidemment, on s'assure
en amont d'avoir récolté les inputs des directeurs produits, revenus et finances, et voilà, qui vont être plus des contributeurs pour donner leurs inputs au moment des hypothèses avant la recommandation. Et la validation, en tout cas chez YouSign, pour les plus gros produits, c'est vraiment ce process-là, ouais. Donc effectivement, après, l'implémentation, donc tu parlais dans les différents streams, entre guillemets, quoi. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail dans l'implémentation? Tu parlais par rapport à ton exemple avec la signature électronique. Peut-être donner quelques exemples sur qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour implémenter ce pricing à ce produit? En fait, déjà, c'est une phase qu'on a pas mal revue parce qu'en fait, je trouve qu'au moment de l'implémentation, on switch un peu entre guillemets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était quand même très business-driven. Donc, on est dans alors même si on reste très concret, hein, c'est concrètement comment est-ce qu'on définit le meilleur pricing pour pouvoir aller atteindre nos objectifs. Mais voilà, on reste sur quelque chose qui est très focus business. À partir du moment où on passe dans l'implémentation, on passe sur un aspect qui est beaucoup plus technique. Et en fait, jusqu'à présent, c'était vraiment chez nous le PMM qui gérait toute cette phase, donc qui était lead sur tout le process pricing et qui travaillait avec le PM. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur certains aspects de l'implémentation, c'était vraiment trop tech. Et donc, nous, on arrivait un peu au bout de notre expertise. Et récemment, en fait, on s'est dit, OK, sur toute la partie définition, donc discovery, définition du pricing, etc., on va vraiment faire ce duo PMM-PM. Et en fait, à partir du moment où on passe en implémentation, là, c'est l'EM, donc l'Engineering Manager, qui vient prendre le relais du Product Manager. Et donc, il y a ce duo PMM-EM qui vient assurer, en fait, justement, qui vient coordonner toute la partie beaucoup plus technique. Puisque du coup, effectivement, il y a l'implémentation dans notre produit. Donc, c'est-à-dire l'implémentation du pricing, des guidelines dans notre produit, dans les outils back. En plus, nous, chez YouSign, en fonction des produits, on peut avoir une activation self-serve, une activation qui est sales assisted. Donc, la gestion des produits et des add-ons, elle varie. Et donc, c'est aussi un challenge supplémentaire qu'on a. Donc, on est vraiment sur des problématiques qui sont beaucoup plus tech. C'est la même chose aussi quand on est sur les outils qui sont sales-facing, donc notamment Salesforce. Et là, c'est pareil, en fait, pour que du coup, les sales puissent assurer le suivi, puissent potentiellement activer, faire leur suivi sur leurs différents contacts, etc. Bah là, c'est pareil, en fait, c'est vraiment de l'implémentation tech pure, alors qui se fait plus côté ops chez nous. Mais c'est pareil, on a besoin d'avoir ces interlocuteurs et donc ça, c'est vraiment l'EM qui va venir suivre tout cet aspect-là. Et puis après, on a une partie plus asset, on va dire, qui est moins tech, qui sont la mise à jour des différents assets qui sont impactés, que ce soit sur le site, sur les pages pricing, sur les pages produits, que ce soit les assets sales, avec nos pricing grids, avec les decks, les éventuels battle cards qui sont concernés, etc. Et là encore, effectivement, cet impact, il dépend. Est-ce qu'on est sur un pricing qui est customer facing ou un pricing qui est uniquement géré côté sales, auquel cas, du coup, forcément, là encore, l'impact, il est plus léger. Donc, vraiment, à chaque fois, ça dépend de quel produit à quel produit on s'adresse, tout le process de vente et d'activation derrière qui va impacter cette phase d'implémentation sur ces trois aspects. Donc, si je résume par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début, on a 4 grosses étapes. L'analyse, la définition ensuite du pricing, le test, la validation et ensuite l'implémentation. Exactement. Et du coup, là vraiment la toute dernière étape, et tu commences à en parler, c'est la diffusion de ce pricing, que ce soit en interne ou en externe. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur comment est-ce que tu communiques en interne et du coup aux clients ou aux prospects sur ce nouveau prix? Et du coup, quand c'est un nouveau produit, il y a un nouveau prix, mais aussi potentiellement quand il y a un nouveau prix sur un produit existant, comment est-ce que vous le gérez? Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi régulièrement de la review de pricing existant, que ce soit pour plein de raisons différentes. On le fait par exemple sur notre application régulièrement, parce qu'en fait, bien évidemment, régulièrement, on a un scope fonctionnel qui change, qui s'enrichit. On a potentiellement aussi des nouveaux use cases, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que ce qu'on propose à nos clients, c'est toujours de la même façon, hein, toujours en adéquation avec les market practices, toujours en adéquation surtout avec les attentes de nos clients? Ou alors, ça peut être aussi qu'on a, suite à un launch, on a reçu un certain nombre de feedbacks. Et donc, du coup, bien évidemment, hein, et c'est ça aussi qu'à servent les launchs, ça sert à recalibrer. Donc, on peut être amené aussi à recalibrer un pricing existant en fonction des premiers feedbacks qu'on reçoit. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a ça aussi. Et donc, que ce soit dans le cadre d'un nouveau pricing ou que ce soit dans le cadre de la refonte d'un pricing existant, il faut bien évidemment communiquer en interne, communiquer aussi aux clients et à l'externe pour venir forcément soutenir l'objectif de ce pricing. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur un nouveau pricing qui impacte en premier lieu, bien sûr, potentiellement nos clients. Donc, en interne, évidemment, c'est s'assurer que toutes les équipes qui sont impliquées dans la vente
sont informés du pricing et le maîtrisent. Donc pour ça, on met en place un certain nombre d'actions en fonction du tier level pour assurer l'awareness et l'enablement des équipes. Donc ça peut être des training sessions, des battle cards, des FAQ. Voilà, là encore une fois, l'effort il va être scalé par rapport au potentiel impact business du produit ou de la fonctionnalité dont on parle. Et puis ensuite, effectivement, bien évidemment, communication à nos utilisateurs, clients et prospects. Et en général, en fait, ces différentes actions, elles sont vraiment intégrées à la stratégie go-to-market du produit. Les seules exceptions, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est la refonte de pricing existant qui peut avoir un potentiel impact sur nos clients existants et le pricing d'une nouvelle version d'un produit ou d'une fonctionnalité qui peut avoir un impact sur les clients qui utilisent la version antérieure et qui seront un jour amenés à être migrés. Mais donc, sur la signature qualifiée, par exemple, on était vraiment sur un nouveau produit qui n'était pas disponible sur l'ancienne version. Donc, c'était totalement intégré à la stratégie de lancement. Parce que du coup, communiquer sur ce nouveau pricing, ça veut dire communiquer sur le nouveau produit. Et donc, du coup, c'est vraiment intégré au lancement du produit, quoi. Super clair. Du coup, tu en as un peu parlé tout à l'heure sur typiquement la signature électronique qui était pour l'Allemagne. Comment est-ce que tu prends en compte la dimension internationale quand il y a un produit qui doit être lancé dans plusieurs pays ? Carrément hyper important et on le prend en compte dès le début. À la fois sur le discovery qu'on met en place, dont j'ai parlé tout à l'heure, on fait un discovery par marché, donc sur les principaux marchés sur lesquels YouSign est présent, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie. Et en fait, on va définir une stratégie. Quand on définit un pricing et une stratégie pricing, on définit au global. Et ensuite, avec les spécificités locales qu'on aura identifiées dans la phase de discovery, on va mettre en place des éventuelles particularités et adaptations par pays, si c'est pertinent. À savoir que chez YouSign, nos plans, donc les abonnements qu'on propose, ils ont le même pricing et la même feature distribution pour tous les pays. Il y a certains ajustements en fonction d'éventuelles contraintes locales. Par exemple, justement, donc la signature électronique qualifiée, pour l'instant, on ne l'a lancée qu'en Allemagne. Donc, quand on le lancera potentiellement sur les autres pays, on se basera à la fois sur ce qu'on a fait quand on l'a lancé en Allemagne, mais aussi quelles sont les éventuelles spécificités en France et en Italie pour vraiment adapter. Ça peut être, on adapte le plan à partir duquel c'est disponible, ça peut être on adapte le prix parce qu'en fait il y a un décalage de market practice au niveau des concurrents ou alors il y a une perception de la part de nos customers de la valeur de ce qu'on propose qui est complètement différente d'un marché à l'autre. Donc c'est pour ça que la discovery par marché elle est vraiment ultra importante parce que c'est ce qui va permettre en fait d'identifier des spécificités et ensuite de les intégrer. Mais après voilà, nous on a fait le choix aussi dans la mesure du possible de garder une cohérence entre les différents marchés et ensuite c'est de l'adaptation en fonction des spécificités. Pour résumer, vu qu'on a parlé de plein de parties prenantes différentes, je veux bien que tu nous résumes rapidement quelles sont toutes les parties prenantes pour mettre en place la stratégie de pricing et comment est-ce que aussi vous avez défini les rôles de chacun. Pour moi, même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Un des premiers produits qu'on ait lancé en commençant à se dire « Ok, il faut qu'on formalise un peu ce pricing », c'était la signature électronique avancée. Donc, c'est le niveau qui est juste en dessous de la signature qualifiée. Et en fait, celui-ci, par rapport à une signature en ligne normale, on va rajouter une étape de vérification de la pièce d'identité de la personne pour vraiment s'assurer que la personne qui signe est bien celle qu'on déclare. Et en fait, au fur et à mesure, sur ce process, franchement, c'était le premier. Et il y a plein de choses dont on s'est rendu compte. Il y a des choses qu'on a fait bien, il y a des choses clairement qu'on a fait moins bien, il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. En fait, ça a permis de se dire, ok, bon, les impératifs, c'est ça. Bien évidemment, on sait qu'il faut faire du discovery. Mais après, concrètement, comment on le fait et surtout qui on implique à quel moment, c'est vraiment en le faisant qu'on s'est rendu compte des impératifs et qu'on itère encore aujourd'hui. La preuve avec les engineering managers qui faisaient partie des contributeurs et qui sont maintenant coordinateurs avec le PMM sur la phase d'implémentation. Donc, au niveau des différentes équipes, en tout cas chez YouSign qui sont concernées, on a côté revenus, on a les sales et le customer success pour la partie à la fois discovery et de l'autre côté enablement, notamment lorsqu'on est sur les add-ons qui sont poussés par les sales. La team Ops, donc opération, pour le testing, comme j'ai dit, de faisabilité et de déploiement dans les outils revenus.
l'équipe finance pour le cost model, pour les prévisions et la faisabilité du modèle d'un point de vue vraiment financier. Donc j'en ai parlé aussi, les PM bien évidemment, hein, de toute façon quels que soient les sujets PMM, on est vraiment sur un duo, donc on travaille avec eux, les EM sur la partie implémentation et la squad concernée par le produit en question, à la fois pour la définition et l'implémentation tech du pricing. Il y a aussi le design, la brand et le marketing, en fait, avec lesquels on travaille sur la mise à jour des assets. J'en ai parlé, on lance un nouveau produit. Bien évidemment, il va falloir mettre à jour la page pricing du site. Il va falloir mettre à jour potentiellement des ads si on décide de mettre le pricing dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'assets qu'il va falloir soit créer. Et encore une fois, dans le cadre de la GTM stratégie, on définit tous les channels de distribution et donc on s'assure qu'ils sont tous à jour d'un point de vue pricing. Ou lorsqu'on met à jour le pricing model d'un produit, dans ce cas-là, on s'assure que tous les assets, à la fois internes et externes, reflètent bien cette nouvelle stratégie. Et puis donc les différents directeurs et C-level pour la validation. Donc c'est sûr que sur ce process, vraiment la collaboration, le partage d'informations, la transparence, c'est vraiment forcément un des facteurs clés principaux de succès d'un bon pricing. C'est vraiment ce qui va faire qu'on s'assure de définir le bon pricing model, celui qui va être le plus efficace pour l'objectif qu'on a fixé pour le produit ou la fonctionnalité en question. Ok, super intéressant. Et juste pour finir à ce niveau-là, est-ce que tu fais par exemple un kick-off au début et après c'est un peu sous forme de sprint, toutes les 2-3 semaines, tu fais des points avec les parties prenantes selon la phase, ou est-ce que c'est un peu au fil du moment où vous voyez quand il y a des besoins? Comment ça se passe? Il y a les deux. Donc, en général, c'est une initiative à part entière qui vient soutenir un KR chez nous, donc un Key Result. Et donc, dans le cadre de cette initiative, en amont vont être définis le scope, comme dans un projet classique, le scope, les objectifs chiffrés, les contributeurs et les validateurs. Et donc, une fois que tout ça c'est défini, il y a un kick-off. Ensuite, il y a une avancée au fil de l'eau avec les différents interlocuteurs identifiés à chaque phase. On a également des steerco qui sont ouverts à tous. Chez nous, tout le monde peut se joindre à un steerco, quel que soit le sujet, et donc qui, effectivement, de manière régulière, informe sur l'avancée du projet. Et puis, un comité de validation qui vient donc valider le pricing model avant qu'on rentre dans la phase d'implémentation. Et là, l'implémentation, il y a évidemment un suivi au quotidien qui est à la charge du PMM de s'assurer qu'il y a régulièrement des échanges, principalement avec le PM et ensuite avec le M, mais aussi du coup avec les différents interlocuteurs et le fait qu'ils soient vraiment très clairement identifiés dès le début et qu'on sache. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, comme ça fait quand même plusieurs fois, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets pricing, encore une fois, soit des nouveaux produits, soit des revamps. Les équipes sont aussi identifiées et donc quand, au début de quarter, on a la roadmap et on sait qu'on va travailler sur tel ou tel sujet de pricing, les équipes savent qu'elles vont être sollicitées, savent à peu près à quel moment ça va arriver, etc. Donc, c'est ça qui est cool aussi, quoi. Et est-ce que pour finir, tu peux nous dire justement en prenant un peu de recul les résultats que vous avez obtenus grâce à la mise en place de cette méthode que vous avez du coup itérée pour l'améliorer lancement de produit après lancement de produit, si je peux dire ça comme ça? Alors déjà, la fiabilité forcément du pricing model, puisque du coup, les phases de research et de validation qui sont bien identifiées, qui sont cadrées, qui sont alimentées, ça permet vraiment d'assurer une adéquation avec le marché, avec les attentes de nos clients, avec notre business model aussi, et donc de pouvoir assurer un impact des produits un impact business de nos produits qui est plus important, en termes de rapidité aussi. Puisque du coup, le fait que le process soit bien défini, qu'il ait été éprouvé, qu'on l'adapte au fur et à mesure, qu'on l'adapte aussi en fonction du tier level, ça nous permet de roll out assez rapidement et de scaler ce pricing pour chacun de nos produits et features. Et puis, flexibilité aussi, puisque du coup, c'est beaucoup plus facile d'adapter un pricing, de le review, etc. Quand on a un process défini, quand on a des interlocuteurs identifiés, puisqu'on l'ajuste aux différentes contraintes qu'on peut avoir, on peut réagir de manière beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus simple lorsqu'on a un feedback et qu'on s'aperçoit qu'il va falloir revamp, lorsqu'en fait, on a l'opportunité d'aller le décliner sur un autre pays, etc. Voilà, le fait qu'il y ait ce process, ça permet cette flexibilité, ça permet aussi d'anticiper. Les équipes, comme je l'ai dit, elles le savent, elles sont identifiées, elles savent quand est-ce qu'elles interagissent, quand est-ce qu'elles interviennent sur un process pricing. Donc du coup, voilà. Après, sur l'impact quanti, c'est toujours un peu compliqué, honnêtement, d'identifier l'attribution du pricing dans le rôle business d'un produit. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on sait que ça joue un rôle aussi dans l'atteinte des objectifs qu'on fixe pour ces différents produits et features. Super clair. Écoute, merci beaucoup Marion pour le partage de cette méthodologie super complète. Je pense que ça va servir à énormément de monde. Si ça te va, on passe aux dernières questions. Du coup, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast?
Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes du product marketing que tu as prévu d'interviewer et ça, c'est hyper cool. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le témoignage de Teresa, qui est Head of Product Marketing chez Conto. C'est intéressant parce que je pense que c'est une des plus grosses équipes de product marketing en termes de taille dans l'univers SaaS. Et donc intéressant, peut-être pas sur cette problématique, mais en tout cas de voir comment est-ce qu'elle a su faire évoluer une équipe pour arriver à la taille où elle est aujourd'hui. Et pour finir, dernière question, est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu recommandes, pas forcément focus sur le PMM? Il y a un livre qui m'a pas mal marqué et aidé aussi dans ma carrière professionnelle en tant que femme, notamment, qui est le bouquin qui s'appelle Lean In, Fostering Women's Leadership and Workplace Inclusion, qui a été écrit par Sheryl Sandberg, qui est l'ancienne CEO de Facebook, et qui parle en fait de la place des femmes dans le milieu professionnel et justement de Lean In, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller chercher ce siège à la table. C'est très très littéralement traduit la façon dont je l'explique, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de renforcer la confiance à aller chercher les opportunités. Et du coup, je sais que moi, ça a contribué à m'aider justement dans mon rôle de product leader, dans mon rôle de manager, dans mon rôle de femme dans une industrie SaaS. Génial. Merci beaucoup pour tous ces conseils, cette méthode. C'est génial. Si jamais les auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, t'écrire? Sur LinkedIn, sans souci, je réponds. Ok, trop bien. Merci beaucoup Marion et je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci